Mon père a déchiré ma bourse de 50 000 $ devant moi et m'a dit d'être comme mon frère. J'ai fait mes valises et je suis parti cette nuit-là. Hier, il m'a appelé en pleurant depuis sa voiture, parce que mon frère avait tout volé. Absolument tout. Mes parents nous ont formatés, mon frère David et moi, dès la naissance, mais pas comme vous l'imaginez. Ils ont conditionné David à se croire supérieur, intouchable, presque divin. Quant à moi, je n'étais rien d'autre qu'une future mère porteuse. Quand j'ai gagné une bourse universitaire de 50 000 $ à 16 ans, mon père l'a déchirée sous mes yeux. « Je ne peux pas croire que tu aies osé me parler de ça », a-t-il dit. « Tu devrais déjà être enceinte. » Il a levé le poing comme s'il allait me frapper. Il s'est arrêté à temps, mais j'ai eu peur. Et cette même semaine, ils ont offert à David une BMW à 50 000 $ pour son anniversaire. L'image compte pour les hommes, a expliqué papa. Quand j'ai commencé à pleurer, il m'a réellement giflé. Arrête d'être égoïste. Ton frère a un avenir. Mais à côté de la tradition dérangeante imposée par ma mère, tout cela ne semblait presque rien. Tout a commencé le jour de mes 8 ans. Au lieu d'un gâteau ou de cadeau, ma mère m'a tendu un simulateur de grossesse rempli de sable. J'ai été forcé de le porter toute la journée, en regardant des vidéos d'accouchement. Si je me plaignais, elle ajoutait du poids, les vraies mères ne se plaignent pas. Ensuite, je devais le porter tous les week-ends. Elle me faisait aussi pratiquer l'allaitement sur des poupées qui pleuraient si je les tenais mal. Pendant que je rêvais de m'enfuir, elle me montrait à la famille, qui caressait mon faux ventre et s'extasiait sur mes futurs bébés. À 14 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais devenir médecin. Elle m'a alors forcé à porter le simulateur sous mes vêtements, à l'école. Pour te rappeler ta vraie mission, disait-elle. Le concierge m'a trouvé en pleurs dans les toilettes, essayant de découper la combinaison avec des ciseaux. Il m'a proposé d'appeler les services sociaux, mais j'ai refusé. Je savais que ma mère me le ferait payer. Depuis mes 12 ans, je cachais de l'argent, babysitting, vente de vernis, soutien scolaire. À 18 ans, j'avais économisé un peu plus de 8 000 $, caché dans une boîte à chaussures sous mon lit. Quand j'ai dit que je partais pour l'université, ma mère m'a enfermé 2 jours dans ma chambre. Pour réfléchir à ce que la famille veut dire. 48 heures plus tard, mon père a ouvert la porte. « Si tu franchis cette porte pour aller à la fac, tu n'es plus la bienvenue ici. » Je suis parti avec ma boîte et un sac poubelle rempli d'affaires. Pendant ce temps, David réalisait le rêve, associé dans un grand cabinet d'avocats, fiancé à une beauté latino, jouant au golf avec des sénateurs. Ils croyaient tellement en lui qu'ils ont pris leur retraite pour mieux profiter de sa réussite. Quant à moi, j'ai été effacé des photos de famille comme les ennemis de Staline. Mais ça me faisait rire. Parce que l'année dernière, j'ai été promue directrice d'ingénierie. Salaire à 6 chiffres, part dans l'entreprise, une équipe de 20 personnes. J'ai failli les appeler pour leur dire, puis je me suis souvenu qu'ils n'avaient pas mon numéro. Je ne les ai pas revus, jusqu'à 8 mois plus tard. À 2 heures du matin, mon ancien téléphone a sonné. Ma mère pleurait tellement que je comprenais à peine. « Sophia, on a besoin de ton aide. David est parti. » « Qu'est-ce que tu veux dire par parti ? Il nous a dit qu'il avait un cancer, un lymphome stade 3. Alors on a tout vendu, la maison, la retraite, pour payer ses traitements. Mais il n'avait pas de cancer. Il avait menti. Je suis restée silencieuse. Hier, la banque a appelé. Tous nos comptes sont vides. La maison est partie. Le centre de traitement n'existe pas. Il est à Dubaï depuis 6 mois. Mon père a pris le téléphone, on dort dans notre voiture. On a 70 ans. Les membres du club de golf veulent récupérer leurs dons. Ils pensent qu'on était complices. S'il te plaît, Sophia. Tu es tout ce qui nous reste. Le lendemain, je les ai retrouvés dans un des nièces. Ils avaient l'air méconnaissables. Papa avait perdu son bronzage doré, sa peau était terne. Maman serrait un sac poubelle de vêtements. Quand je leur ai tendu ma carte de visite, directrice d'ingénierie, les mains de papa ont tremblé. Tu as réussi, a-t-il murmuré. Sans nous. Malgré nous. J'ai payé un petit appartement, un bail d'1 an. Je leur ai trouvé des petits boulots via mon réseau. Juste de quoi survivre. Rien de plus. Ma mère a pleuré en signant le bail, on a tout donné aux mauvais enfants. Non, j'ai répondu. Vous n'avez rien donné aux bons. Et regarde ce que j'en ai fait. Le lendemain, je suis rentré chez moi. Il y avait 4 hommes dans mon salon. Apparemment, l'argent de nos parents ne suffisait pas à David. Il avait aussi une dette, 10 000 $ en retard de 2 mois. Ils ont été très clairs, où je payais, où ma sécurité était en jeu. J'ai pris 6 000 $ en espèces sous leur surveillance et je leur ai promis le reste pour demain. Une fois parti, j'étais rempli d'une colère sourde. Pendant toute mon enfance, j'avais souhaité que quelqu'un frappe David pour le remettre en place. Mais je n'aurais jamais cru que ce quelqu'un, ce serait moi. J'ai attrapé mon téléphone et envoyé un message à David. Mes doigts tremblaient. Il a répondu en quelques secondes, 3 émojis qui rient, suivis d'un selfie allongé au bord d'une piscine à débordement, la skyline de Dubaï en arrière-plan. Mon estomac s'est retourné en voyant la Rolex à son poignet, la montre de retraite de papa.
J'ai lancé un appel vidéo avant de pouvoir m'en empêcher. David a décroché à la deuxième sonnerie, l'air détendu, torse nu, bronzé. Il a parlé le premier, faussement inquiet, puis a éclaté de rire. Ce rire cruel, celui de toute mon enfance. Puis ces mots sur les bijoux de maman m'ont glacé. Ce n'était pas une arnaque opportuniste. C'était un plan. Mon application de caméra de porte a vibré. J'ai vu l'image, 4 hommes en vêtements sombres, visage partiellement visible. Des professionnels. Le genre qu'on n'appelle pas la police contre. On a frappé à ma porte. J'ai sursauté. C'était Miguel, le gardien de l'immeuble. Il avait vu les caméras. Il m'a proposé le numéro de son cousin Rico, ancien de ce genre de milieu. Là, j'ai compris dans quoi j'étais embarqué. Les types n'étaient pas juste des collecteurs de dettes. Ils appartenaient à un autre monde. Rico m'a appris que David devait 50 000 $ à plusieurs groupes, jouant avec eux comme aux échecs. Mon adresse était son assurance. Son plan B. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de mes parents à minuit. Ils dormaient par terre. Le vieux lit de David occupait le salon. Ses photos trônaient comme un hôtel. Ils avaient sacrifié leur propre confort pour un fantôme. Sur leur ordinateur, des emails de David. Faux bilans médicaux, faux traitements, photos de séances de chimio truquées. Les dates me parlaient. Il les envoyait pendant les heures de bureau à Dubaï, alors qu'il disait être trop malade pour travailler. Les photos? Des chambres d'hôtel. Pas d'hôpitaux. La voix de papa m'a fait sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, paraissant plus vieux que ses 70 ans. Ces mots sur les appels du dimanche de David et ses séances de chimiothérapie en amélioration m'ont brisé le cœur. J'ai tourné l'écran de l'ordinateur vers lui et j'ai affiché l'Instagram de David sur mon téléphone. La vidéo de jet ski avait été postée hier. Les mains de papa ont commencé à trembler alors que la réalité s'abattait sur lui. Maman est apparue quelques instants plus tard. Déjà sur la défensive. Elle m'a accusé d'être jalouse, d'avoir fabriqué de fausses preuves. 30 ans de conditionnement ont ressurgi instantanément. Même face à l'évidence, elle ne pouvait pas admettre que son enfant doré les avait trahis. La confrontation a rapidement dégénéré. Les vieux schémas sont revenus. J'ai réussi à prendre une capture d'écran cruciale avant que maman n'arrache mon téléphone. Le selfie de David dans une chambre d'hôpital montrait en reflet une plaque d'immatriculation de Dubaï. En croisant les informations avec l'annuaire de son cabinet, j'ai confirmé ce que je soupçonnais, son congé médical avait commencé le jour même où les virements avaient commencé. Mon téléphone a vibré. Un message de Kesha, ma meilleure amie depuis la fac. David l'avait contacté sur LinkedIn pour une opportunité d'investissement. J'ai eu un nœud à l'estomac. Il élargissait son filet, visant les gens qui me connaissaient. Ce n'était plus seulement une histoire d'argent. Maman a insisté pour appeler David immédiatement. J'ai observé sa transformation alors que sa voix remplissait la pièce. Elle s'extasiait, s'inquiétait pendant que je faisais défiler ses stories Instagram en direct. Il était là, au bord d'une piscine, cocktail à la main, toussant pour faire croire à maman qu'il était malade. La dissonance cognitive était hallucinante. Une fois l'appel terminé, j'ai remarqué des cartons empilés dans un coin, mes affaires d'enfance, celles que j'avais laissées derrière moi. Par curiosité, j'en ai ouvert un et j'y ai trouvé mon ancien journal intime. David l'avait lu, surlignant chaque mention d'argent que j'avais économisé ou caché. Ces annotations en marge me traitaient d'égoïste, d'avidité. Ma dissertation pour la bourse universitaire était griffonnée de remarques sur l'abandon. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner durant l'heure suivante. Patricia, une amie de mes parents du club de golf, puis d'autres membres du club de lecture. David avait été occupé à leur envoyer des messages sur ma supposée dépression nerveuse. Chacun de leurs appels était empreint de préoccupation, mais j'entendais le doute dans leur voix. Il était en train de salir ma réputation. Le lendemain matin, mon assistante m'a prise à part au travail. Quelqu'un avait appelé pour vérifier mon emploi dans le cadre d'une urgence familiale. L'appelant avait laissé entendre que j'étais instable, voire dangereuse. Mon assistante, loyale après 3 années de collaboration, avait refusé de donner des informations, mais elle était inquiète. La directrice RH, qui connaissait ma famille depuis toujours, m'a convoqué dans son bureau. Elle a rejeté les accusations, mais m'a averti, David appelait les épouses des membres du conseil d'administration pendant les déjeuners caritatifs. Il utilisait des histoires de notre enfance, les tordant pour faire de moi une menteuse pathologique. Ma réputation professionnelle était en jeu. J'ai passé ma pause déjeuner dans le box de stockage de mes parents. David y avait laissé des cartons censés contenir des souvenirs d'université. À la place, j'ai trouvé un ordinateur portable avec l'historique de navigation intact. 2 ans de recherche sur l'immobilier à Dubaï, de location de voitures de luxe, de montage financier. Il préparait ce coup depuis qu'il avait été écarté du poste d'associé gérant. Le vrai choc était dans un dossier intitulé Essai Test. David avait créé un faux fonds d'investissement destiné à la résidence senior de nos parents. 30 000 $ collectés, avec promesse de rendement garanti, jamais versé. Le président de la copropriété avait discrètement remboursé les victimes pour éviter un scandale. Mes parents avaient investi la moitié de cette somme.
Je me suis rendu sur place et j'ai trouvé Diane, la trésorière de la copropriété, qui s'était toujours méfiée de David. Elle avait gardé des copies de tout, attendant que quelqu'un pose les bonnes questions. Les reçus montraient la signature de David, ses promesses, ses mensonges. Elle m'a parlé d'autres résidents qui avaient perdu de l'argent à cause de ces faux prêts d'urgence. Le schéma était clair maintenant. Chaque revers professionnel déclenchait une nouvelle arnaque. Chaque coup monté était plus sophistiqué que le précédent, toujours protégé par la réputation de nos parents. J'ai reconstitué la chronologie sur mon téléphone. Et là, j'ai vu comment sa détresse avait mené à cette trahison finale. Un SMS d'un numéro inconnu, c'était Carla, l'ex-fiancée de David. Elle avait vu mes parents à la banque alimentaire et s'inquiétait à propos de son cancer. Quand je lui ai révélé qu'il n'y avait jamais eu de cancer, sa réponse a été immédiate, elle voulait me rencontrer. Autour d'un café, Carla m'a raconté son histoire. 40 000 $ de l'héritage de sa grand-mère avaient disparu pendant leur fiançailles. David lui avait fait croire qu'elle était folle de poser des questions. Il utilisait les mêmes techniques de gaslighting qu'il utilise maintenant sur nos parents. Le mariage avait été annulé, mais elle n'a jamais revu son argent. Ce soir-là, maman m'a appelé en panique. David disait que j'essayais de voler sa procuration médicale. J'ai enregistré l'appel. Il y décrivait un traitement expérimental nécessitant 20 000 $ en avance. Sa voix était faible, pathétique. Maman pleurait, me suppliant d'arrêter de nuire à son traitement. Mais pendant le dîner, le doute de papa s'est fait entendre. Il a suggéré de parler directement au médecin de David. Maman l'a immédiatement interrompu, mais j'ai vu une fissure dans son armure. La graine de vérité était plantée, même si elle refusait encore de l'arroser. L'escalade de David a commencé cette nuit-là. Je me suis réveillé avec une avalanche de messages de mon cousin. David lui avait dit que j'abusais de nos parents âgés. Il citait des extraits hors contexte de mon journal intime d'adolescente. La manipulation était chirurgicale. Il avait transformé mes frustrations d'adolescente en preuve d'une rancune de toute une vie. Je reconnaissais le schéma immédiatement. Quand nous étions enfants, David cassait mes jouets, puis persuadait nos parents que je l'avais fait exprès pour attirer l'attention. Même scénario. Juste des enjeux plus graves. J'ai serré les poings sans m'en rendre compte. Le frère développeur de Kesha m'a appelé avec des nouvelles inquiétantes. Il avait localisé l'adresse IP de l'hôpital de David, c'était un service VPN de luxe à Dubaï. Mais ce n'était pas le plus alarmant. David avait accédé à mon cloud. Il lisait mes notes de thérapie depuis des années. Mon estomac s'est retourné. Il s'était introduit au cœur même de ma guérison. J'ai changé tous mes mots de passe immédiatement, mais le mal était fait. Il avait déjà téléchargé des sessions où je parlais de ma culpabilité à réussir malgré mes parents. Il avait transformé ma vulnérabilité en arme. Mon parcours de reconstruction était devenu sa munition. Créer un dossier crypté est devenu ma priorité. J'ai tout documenté minutieusement, ne partageant l'accès qu'avec Kesha et Rico. Une assurance contre la campagne de manipulation de David. Chaque reçu, chaque capture d'écran, chaque preuve, sauvegardée en triple exemplaire. Rico m'a appelé avec des mises à jour. David devait de l'argent à 6 groupes différents à Los Angeles. Ils donnaient leurs adresses respectives comme étant les siennes. Mon appartement était son option la plus sûre. Le seul endroit encore inconnu des autres créanciers. La toile de ces mensonges était vertigineuse. Miguel est devenu un allié inattendu. Autour d'un café dans la salle de repos de l'immeuble, il m'a confié que son propre frère avait détruit leur famille à cause d'une addiction au jeu. Son regard compréhensif m'a touché. Il m'a promis de garder les images de vidéosurveillance en sécurité. Parfois, le lien du sang ne signifie pas protection. Grâce au service juridique de mon entreprise, j'ai engagé un détective privé. En quelques jours, il a découvert une bombe. Le cabinet de David avait mené une enquête interne l'année précédente, à cause d'irrégularités dans les fonds des clients. L'affaire avait été étouffée pour éviter le scandale, mais les dégâts étaient là. Marcus, l'ancien assistant de David, a accepté de me rencontrer au même des nièces où j'avais revu mes parents. Il avait l'air épuisé, brisé. David l'avait accusé d'avoir volé les fonds, détruisant sa carrière. Mais Marcus avait tout conservé, emails, documents, enregistrements. Il savait que ce jour viendrait. J'ai adopté une stratégie prudente avec mes parents. Au lieu d'attaquer David de front, j'ai exprimé de l'inquiétude pour sa santé. Maman a remarqué mon attitude posée. Sa méfiance a commencé à faiblir. Gagner leur confiance allait demander du temps. Mais j'étais prête à jouer le jeu. La date limite du collecteur approchait. 36 heures pour décider si je devais vider mes économies pour protéger mes parents ou laisser David faire face aux conséquences, qui risquaient de rejaillir sur eux. Le poids de cette décision m'écrasait la poitrine. Carla m'a transféré des emails de prestataires de mariage qui m'ont fait bouillir de rage. David leur avait dit que sa belle famille paierait, puis avait donné l'adresse de mon travail pour les factures. Je recevais des avis de recouvrement depuis des mois, que je prenais pour des erreurs. Un autre PAN de sa toile s'est révélé, lors d'un dîner du dimanche chez mes parents, quand David a appelé en visio depuis son lit d'hôpital. J'ai remarqué que les informations de Dubaï passaient sur une télé muette en arrière-plan,
mais mes parents étaient trop absorbés par son visage pour le remarquer. La performance était parfaite, voix faible, teint pâle, le fil souffrant idéal. Il a alors tenté sa manœuvre, proposant de me pardonner d'avoir abandonné la famille si je payais ses dettes. Sa manipulation m'apparaissait désormais en toute clarté. Quand j'ai refusé, son masque a légèrement glissé. Il a mentionné que les créanciers avaient aussi l'adresse de nos parents. La menace est restée en suspens. Le mari de Kesha, infirmier au Cedar Sinai, a passé une soirée à enquêter. Aucun centre de cancérologie à Los Angeles ne correspondait à la description de David. Les protocoles de traitement qu'il décrivait étaient absurdes. Mes parents ont commencé à douter en privé, même s'ils ne voulaient pas l'admettre à voix haute. Une analyse chronologique a révélé toute l'ampleur de la planification de David. Il avait commencé 2 ans plus tôt, juste après avoir été écarté du poste d'associé principal. Ses symptômes de cancer étaient apparus la même semaine. Chaque détail orchestré, chaque geste calculé. J'ai compris que le contrôle de David avait des limites, il ne s'étendait qu'à ceux qui croyaient encore à ses mensonges, les parents âgés, les amis lointains, la génération de mes parents qui ne voulaient pas faire de vagues. Les cousins plus jeunes commençaient déjà à poser des questions dans notre groupe de famille. Marcus m'a remis le dossier d'enquête du cabinet lors de notre 2e rencontre. Les chiffres étaient sidérants. David avait volé 200 000 $ dans les comptes de fiducie clients. Le cabinet avait couvert le trou pour éviter le scandale mais l'avait contraint à partir. Son congé médical était en fait une suspension négociée. Kesha a passé la nuit à créer un site web anonyme documentant les escroqueries de David. Chaque preuve organisée, consultable, prête à être publiée si besoin. Parfois, la vérité a besoin d'un petit coup de pouce, m'a-t-elle dit, les doigts posés sur le clavier. Nous avons passé la nuit à élaborer une stratégie, notre amitié se renforçant autour de cette mission commune. Kesha m'a rappelé que mes parents m'avaient abandonné, mais que moi, je ne m'étais jamais abandonné. Ces mots ont apaisé quelque chose de profond en moi. Malgré ma colère, je refusais de fabriquer des preuves ou de mentir. Je ne deviendrais pas David pour le vaincre. Mon objectif restait de documenter méticuleusement la vérité, de laisser les faits parler plus fort que la manipulation. Lors de notre prochaine visio, j'ai calmement interrogé David sur des lieux précis à Dubaï. Il a bafouillé, invoquant la confusion due au traitement, puis a accidentellement cité son hôtel au lieu de l'hôpital imaginaire. J'ai fait une capture d'écran de son expression paniquée avant qu'il ne coupe l'appel. Papa s'est mis à vérifier les relevés bancaires en secret. Ses mains tremblaient en découvrant des achats dans des boutiques de luxe à Dubaï pendant les soi-disant semaines de chimiothérapie de David. Il a tout imprimé sans rien dire à maman, cachant les papiers dans le tiroir de sa commode. Diane, la trésorière de la copropriété, a pris l'initiative d'informer discrètement les autres résidents de l'arnaque à l'investissement. 2 familles supplémentaires se sont manifestées. David leur avait emprunté de l'argent pour des urgences qui n'avaient jamais existé. Sa réputation s'est effondrée sans que j'aie à dire un mot. Maman a entendu des amis du club de lecture chuchoter à propos de David au centre communautaire. Pour la première fois de ma vie, elle ne l'a pas défendu. Elle est restée silencieuse pendant toute la séance de commérage, le visage de plus en plus pâle à chaque révélation. J'ai mobilisé mon réseau professionnel. Des collègues ont proposé de vrais emplois à mes parents, du soutien réel, de l'aide concrète. Tout ce que David avait promis mais jamais offert s'est matérialisé par des relations sincères. Le contraste ne leur a pas échappé. David a appelé en exigeant que j'arrête de répandre des mensonges. J'ai diffusé l'enregistrement de lui riant après avoir pris les bijoux de maman. Le long silence avant qu'il ne raccroche m'a tout dit. Il était déstabilisé, son emprise s'effritait. La voisine de mes parents a mentionné avoir remarqué ma gentillesse au fil des ans, comparée à l'absence de David. Elle s'était toujours demandé pourquoi je restais à l'écart, mais elle comprenait maintenant. Sa proposition de témoigner si besoin m'a profondément touché. Les options de David se réduisaient chaque jour. Le coût de la vie à Dubaï montait en flèche. Ses revenus avaient cessé et il n'avait plus de proie. Il a commencé à faire des offres désespérées pour revenir si tout le monde se calmait. La panique dans ses messages était palpable. La grand-mère de Carla a apporté la pièce finale. Elle avait toujours soupçonné David et avait engagé un expert comptable judiciaire. Il avait escroqué 3 autres ex-partenaires selon le même schéma. Les preuves étaient accablantes. Le motif était irréfutable. Je me suis assuré que mes parents aient de la nourriture, du soutien, de la dignité pendant que je poursuivais David. Ces crimes ne me rendraient pas cruel. J'amenais à maman son thé préféré à chaque visite, de petits gestes pour réparer ce qui avait été brisé. Les anciens amis du club de golf de mes parents ont commencé à reprendre contact, honteux d'avoir cru David plutôt que les preuves. Ils ont formé un réseau de soutien officieux, prenant de leurs nouvelles chaque jour. La communauté que David avait empoisonnée se guérissait d'elle-même. David a tenté d'accéder au compte de nos parents depuis Dubaï, mais je les avais déjà aidés à tout changer. Ses tentatives de virement ont tout échoué. Les emails frustrés qu'il leur a envoyés ont révélé sa détresse croissante. Maman a découvert les relevés bancaires cachés de papa en faisant le ménage. Elle s'est effondrée, serrant contre elle des photos de moi enfant qu'elle avait gardées dans sa boîte à bijoux. Mais cette fois,
ses larmes étaient différentes. Du chagrin pour le fils qu'elle avait perdu, pas pour la fille qu'elle avait repoussée. Ma réputation de bonne fille s'est répandue dans la communauté. Les offres d'emploi pour mes parents se sont multipliées. Les gens offraient une aide sincère, pas les fausses promesses de David. Le contraste était frappant et indéniable. Une analyse financière complète a montré que David avait volé 500 000 $ à toutes ses victimes. La majeure partie avait été dépensée pour son train de vie. Voiture de luxe, escorte haut de gamme, jeu d'argent. Il lui restait peut-être 50 000 $, tout au plus. L'argent était parti. La date limite du collecteur est arrivée. Rico m'a averti qu'ils allaient s'en prendre à mes parents ensuite. Il fallait que j'agisse de façon décisive. Protéger mes parents tout en laissant David faire face à ses actes demandait un équilibre délicat. Maman a avoué à papa qu'elle savait au fond qu'il y avait un problème, mais qu'elle ne supportait pas l'idée de perdre son enfant doré. Ils se sont tenus dans leur petit appartement, leur mariage se reconstruisant dans la douleur partagée. Les voir renaître m'a redonné un espoir inattendu. J'ai compris que je ne les sauvais pas seulement financièrement. Je les libérais de la prison psychologique dans laquelle David les maintenait depuis des décennies. Chaque vérité révélée relâchait un peu plus son emprise sur leur réalité. Lorsque maman a craqué pendant ma visite suivante, je l'ai consolée sans triompher. Je lui ai expliqué que David était malade, mais d'une autre manière, que sa trahison n'était pas de sa faute. C'était la première fois qu'elle me serrait vraiment dans ses bras depuis que j'avais 8 ans. Le groupe de discussion familiale élargi a explosé lorsque les preuves se sont propagées. Les cousins ont partagé leurs propres histoires sur David. Des prêts jamais remboursés, des mensonges à mon sujet, des manipulations qu'ils avaient remarquées mais jamais mentionnées. La vérité avait toujours été là, attendant d'être reconnue. Même les amis de la fac de droit de David ont admis qu'ils avaient toujours soupçonné quelque chose d'étrange. Ils m'ont dit qu'ils parlaient de moi comme si j'étais morte, leur faisant croire que j'avais fait quelque chose d'horrible pour être effacée aussi complètement. La révélation m'a moins blessé que je ne l'aurais cru. J'ai négocié avec le principal créancier par l'intermédiaire de Rico. La dette de David lui serait entièrement transférée. Mes parents seraient enfin tranquilles. J'ai fourni les coordonnées de David à Dubaï, les détails de son hôtel, sa routine quotidienne. La satisfaction du créancier s'entendait dans sa voix. David a tenté une dernière manipulation, menaçant d'éteindre les égouts si je ne cessais pas mes actions. Je reconnaissais la tactique depuis l'enfance, la même menace qu'il utilisait pour obtenir des cadeaux d'anniversaire plus gros. Je n'ai pas mordu à l'hameçon, mais j'ai soigneusement documenté la menace. Kesha surveillait les réseaux sociaux de David. Quelques heures après sa menace des égouts, il publiait depuis une fête sur un yacht, accusant de fausses familles de vouloir détruire son succès. La dissonance cognitive aurait pu être drôle si ce n'était pas si pathétique. Le cabinet de David l'a officiellement licencié après que j'ai partagé des preuves en toute confidentialité avec leur service juridique. Ses revenus ont cessé immédiatement, bien que son profil LinkedIn mentionnait toujours un congé maladie. Le style de vie à Dubaï était désormais intenable. Mes parents ont commencé une thérapie, et leur relation avec moi s'est lentement reconstruite sur des bases honnêtes. Pour la première fois de ma vie, nous interagissions comme de vraies personnes, non plus comme les rôles qu'ils m'avaient assignés à la naissance. Mon équipe au travail m'a soutenu, proposant même de créer un fonds d'aide pour les victimes de David. Ma gestion de cette crise n'avait fait que renforcer leur respect. L'ironie ne m'échappait pas. L'enfant à qui on n'avait rien donné avait construit quelque chose de réel. Toutes les preuves ont été compilées dans un dossier complet. 47 pages documentant chaque mensonge, chaque vol, chaque manipulation. La chronologie à elle seule faisait 12 pages, appuyée par des reçus, captures d'écran, enregistrements. La vérité était indéniable. Maman s'est excusée pour la première fois de ma vie. Elle a admis avoir eu si peur d'être une mauvaise mère qu'elle en était devenue une terrible. Elle a dit que je méritais mieux, et qu'elle passerait le reste de sa vie à essayer de réparer. Les mots que j'avais attendus pendant des décennies semblaient irréels. L'aveu de papa est venu lors de notre prochaine rencontre dans leur appartement. Il a reconnu avoir favorisé David tout en écrasant mes rêves, sa voix tremblante alors qu'il promettait de consacrer ce qui lui restait de temps à faire amende honorable. Le poids de 30 ans s'est légèrement soulevé de mes épaules. La réaction de la communauté s'est accélérée. La réputation de David s'est effondrée à mesure que d'autres témoignages émergeaient. Les amis de mes parents qui l'avaient défendu pendant des décennies traversaient désormais la rue pour éviter toute association. Les conséquences naturelles se sont déroulées sans intervention de ma part. J'ai découvert que David avait acheté de faux reçus de traitement contre le cancer sur le dark web. Le kit complet de fraude médicale coûtait 500 $, l'insulte ultime aux économies de toute une vie de nos parents. J'ai ajouté cette preuve à ma documentation grandissante. Les anciens amis du club de golf de mes parents m'ont contacté avec de sincères excuses. Ils ont admis que leur jugement quand j'étais parti était erroné. J'ai accepté leurs excuses avec grâce, tout en maintenant mes limites. La confiance demandait plus que des mots. Le désespoir de David a atteint son paroxysme. Il est revenu secrètement à Los Angeles, apparaissant à l'appartement de mes parents tout en jouant encore le rôle du patient atteint de cancer. Mes parents ne l'ont pas laissé entrer.
Même si maman a failli flancher en le voyant amaigri par le stress, sa manipulation avait encore une prise sur son cœur. La confrontation s'est intensifiée lorsque David a convaincu 2 membres de la famille que je contrôlais les finances de nos parents pour hériter. Ils ont demandé un contrôle de bien-être, créant une scène dans l'immeuble. La police n'a rien trouvé d'alarmant, mais les dégâts sur les relations familiales étaient profonds. J'ai géré seul ce drame familial pendant que Kesha voyageait pour le travail. Chaque leçon sur la force intérieure a été mise à l'épreuve. Malgré l'isolement et la pression, j'ai tenu bon. Les tactiques de David n'ont fait que renforcer ma détermination. J'ai pris une décision cruciale, offrir à David 10 000 $ pour qu'il disparaisse à jamais. Cela représentait mes économies restantes, mais une clôture propre semblait en valoir le prix. Je savais qu'il refuserait probablement ou en demanderait plus, alors j'ai enregistré l'intégralité de notre échange. David a pris l'argent immédiatement, puis a exigé des paiements supplémentaires, révélant qu'il n'avait jamais eu l'intention de respecter l'accord. J'avais anticipé cette trahison et tout capturé. Sa cupidité serait sa chute. La réunion de famille chez ma tante est devenue le champ de bataille final. David est arrivé en jouant la victime, tandis que moi, j'étais armé de preuves. Les membres de la famille ont dû choisir leur camp. La division était douloureuse mais nécessaire. David a inventé des mensonges élaborés pendant que je présentais calmement des reçus, des captures d'écran et des enregistrements. La vérité affrontait la mise en scène, sous les yeux de la famille. Certains s'accrochaient à leurs illusions confortables, tandis que d'autres reconnaissaient enfin la réalité. Son dernier secret est apparu sur les réseaux sociaux. David s'était marié avec une femme riche à Dubaï 6 mois plus tôt, en répétant la même escroquerie sur sa famille. Des photos de mariage sont apparues sur son Instagram, révélant une autre couche de tromperie. Pendant la confrontation, le frère de sa femme à Dubaï a appelé. Ils avaient découvert les mensonges de David et voulaient qu'il soit arrêté. Il m'a proposé de m'envoyer là-bas comme témoin. L'ampleur internationale des crimes de David est devenue claire. J'étais face à un choix, aider les autorités de Dubaï à l'arrêter, ou laisser les créanciers s'en charger à leur manière. Les 2 options signifiaient sa destruction. Mais aucune ne me semblait juste, malgré tout ce qu'il avait fait. J'ai choisi une 3e voie, j'ai fourni aux créanciers l'emplacement de David à Dubaï tout en avertissant la famille de sa femme pour qu'ils puissent se protéger. La justice sans devenir son bourreau. Les propres choix de David détermineraient son destin. Il a compris qu'il était pris au piège entre créanciers furieux et beaux-parents escroqués, sans issue. Le masque de confiance est enfin tombé. Le personnage de l'enfant en or s'est effondré à mesure que les conséquences se refermaient sur lui. Sa dernière tentative de manipulation consistait à m'accuser d'avoir tout orchestré depuis le début, que la pauvreté de nos parents était de ma faute car je ne les avais pas aidés plus tôt. L'accusation est tombée à plat. Plus personne ne le croyait. Maman s'est levée pendant son discours, la voix ferme pour la première fois. Elle a reconnu nous avoir tous 2 laissé tomber, mais a précisé qu'un seul enfant était devenu cruel. Papa a ajouté que leur complaisance était terminée. La finalité de leurs mots était absolue. J'ai remporté la victoire par la vérité, non par vengeance. Les propres choix de David ont causé sa chute. Je n'ai jamais eu à devenir comme lui pour le vaincre. Avoir la conscience tranquille valait mieux que n'importe quelle vengeance. David a fui la réunion familiale sans nulle part où aller. Sa belle famille à Dubaï avait gelé ses comptes, les créanciers surveillaient les aéroports, et la protection familiale avait disparu. Toutes ces échappatoires soigneusement construites étaient désormais closes. Mes parents ont signé l'ordonnance restrictive que j'avais préparée. David était officiellement banni de leur vie, incapable de les manipuler à nouveau. La protection légale venait renforcer leurs nouvelles limites émotionnelles. Je les ai aidés à entamer une thérapie, voyant notre relation se reconstruire sur des fondations honnêtes. Grâce à mes contacts dans la tech, j'ai obtenu une place pour papa dans un bootcamp de codage. Son enthousiasme à apprendre quelque chose de nouveau était contagieux. Quelques jours plus tard, la nouvelle est tombée, David avait été arrêté à Dubaï pour fraude envers la famille de sa femme. Il purgerait une peine là-bas avant de faire face à la justice à Los Angeles. La justice cosmique semblait appropriée.